at 583 last way start, runway 26 left. Your frequency is 12547. The rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now the question is the red people working on it. 583 last way start, runway 26 left. Radio down. No radio. Ravi de vous retrouver en ce jeudi, une nouvelle fois, comme 2 fois par mois. Je vous imagine que vous êtes déçus. Il n'y a pas Joris pour vous faire la petite introduction pour nos habitués. Mais il est ici avec nous à la technique pour cette émission et je suis accompagné d'Alexandre. Et bonsoir, encore un plaisir de vous retrouver cette semaine. Nouvelle émission, on est sur la 11e, ça y est. Totalement. Et ce soir, 2 invités, c'est ça ? Totalement, donc aujourd'hui on reçoit Renaud et Bernard qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation et vont nous parler aujourd'hui d'hélicoptères. Ravi de vous recevoir dans le studio, donc à l'Aéroclub de France. Et on va pouvoir, comme d'habitude, la revue de presse, interview, de chronique, le quiz. Donc restez bien avec nous toute l'émission. Exactement. Pas mal de choses On reste à 4 sur le plateau, mais on a réussi à tout caler, donc vous en faites pas. Voilà. Bon, on commence. Totalement. Tu vas nous parler peut-être de la revue de presse de ces Exactement. 2 dernières semaines. Revue de presse, on va même commencer avec la vidéo de la semaine, nouveau format dans Grande Frequency. On s'est dit qu'on allait vous partager en amont de la revue de presse une petite vidéo qui a fait le buzz, niveau aéronautique bien sûr. C'était ces derniers jours, ça devait être en début de semaine. Donc Red Bull avec deux athlètes en wingsuit qui ont réussi à traverser le Tower Bridge à Londres. Donc ils se sont élancés d'un hélicoptère. Donc Red Bull qui subventionne quand même de nombreux exploits sportifs et beaucoup en aéronautique, pas que, il y a beaucoup de sports, mais entre autres dans l'aéronautique, ils sont très actifs. Et donc 2 athlètes qui se sont élancés d'un hélicoptère avec des fumigènes et qui sont passés à travers ce pont emblématique de Londres. Donc vous voyez l'image à l'écran. Ouais, c'était quand même pas mal de préparation technique. Je vous invite à aller voir sur les réseaux. Ils détaillent très bien toute leur préparation avec entre autres la prise de vitesse qu'on voit qui est nécessaire pour arriver à franchir le pont et ensuite avoir assez de vitesse pour faire une ressource, avoir assez d'altitude et déclencher leur parachute. Voilà, c'est assez technique. C'est des nouvelles technologies d'ailes qui ont été développées entre autres par les Soulflyers depuis quelques années. Donc vous voyez l'image à l'écran, c'est assez impressionnant parce qu'effectivement ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils se parlent comme dans des vols en formation, ils ont la radio, ils échangent, ils se disent bon bah ça y est, top descente. Je peux me retrouver comme chez moi, c'est ça? Exactement. Information. Incroyable. Donc ouais, bel exploit sportif. Ça reste un sport quand même très, très dangereux. Il y a souvent des accidents en wingsuit, mais là c'est parfaitement maîtrisé et les images sont quand même vraiment, vraiment magnifiques. La ressource bien maîtrisée, le parachute et ensuite petit atterrissage. Non mais Red Bull ces dernières années arrive, je trouve, à faire des exploits formidables, quoi. Ils financent des choses folles. Ouais. Et donc voilà, avec toute cette particularité quand même, il faut avoir suffisamment de vitesse, donc tout bien calculé pour... Ouais. Ah bah on a pu voir un avion dans un tunnel, atterrir sur un petit héliport, sur un... Hélipad à Dubaï, c'est la même chose. Hein. Ouais. Non mais c'est fou, c'est fou. Et ils ont cette puissance, cette volonté de suivre ces projets. Et puis, Et sponsor de nombreux athlètes de voltige aussi. Ouais. C'est très important pour ce modèle économique, pas toujours évident. Et bah écoute, sur cette belle vidéo, qu'est-ce que tu as d'autre à nous apprendre, Et Antoine? ben on va passer aux articles et on commence comme d'habitude avec le transport aérien. Et le premier article, donc, c'est tiré des Échos, c'est à propos d'Emirates qui a une nouvelle fois eu des bénéfices records en 2023 et donc toujours la première compagnie mondiale. Alors il faut savoir, donc ils l'ont intitulé la couronne mondiale des mérites menacée. Parce qu'il faut savoir quand même, cette année, Emirates, c'était 30 milliards de chiffre d'affaires, 5 milliards de résultats d'exploitation. C'est vraiment la compagnie la plus rentable. Ils sont assez loin devant les autres compagnies, les autres majors. Par contre, il y a quand même le petit warning. Il y a des compagnies derrière qui arrivent. Il y a en particulier Turkish. Il y a des compagnies qui ont fait des grosses commandes comme Indigo. Donc à terme, est-ce qu'ils arriveront à maintenir leur première position? À voir. Toujours est-il que voilà, à chaque fois, les compagnies aériennes aiment bien afficher leurs chiffres et surtout quand ils sont bons comme cela après le Covid, entre autres. Donc Emirates, première compagnie mondiale, a fait encore une très belle année. À suivre, les prochaines autres compagnies qui montent en puissance.
On va passer à la deuxième news. C'est donc un autre article des Échos avec une petite réclamation, on va dire, des compagnies aériennes concernant les nouveaux plans européens de SAF, donc le carburant d'aviation durable, les Sustainable Aviation Fuel. Il faut savoir que, donc on avait déjà parlé dans l'émission, il y a eu un plan assez ambitieux de l'Europe qui a été voté, c'est RefuelEU, qui vise à incorporer petit à petit des SAF dans les réservoirs d'avions de ligne pour petit à petit décarboner, en tout cas participer à une partie de la décarbonation grâce à cette technologie. Donc c'était certains pourcentages. Ah, on n'a peut-être pas l'image de l'article, mais c'est pas grave. Ah bah si, il est là, pardon. Pourquoi voilà, il est là. C'est tout bon. Donc voilà, il y a cette obligation légale tous les ans. Et ça va être 2% en 2027, j'ai pas exactement tous les chiffres, mais jusqu'en 2050, avec de plus en plus de SAF dans les réservoirs d'avions de ligne en Europe. Par contre, petite plainte, ils ont prévu des pénalités financières si jamais les compagnies ne respectent pas ces obligations. Par contre, il n'y a pas d'incitation. Et donc les compagnies européennes sont en train de se dire, comparé aux compagnies américaines, on n'a pas d'incitation à produire de plus en plus de SAF. Donc il y a une petite... ils sont en train de dire c'est bien les pénalités financières, c'est bien un plan ambitieux pour décarboner. Par contre, maintenant, il faut aussi avoir plus d'ambition pour accélérer la production. Pas qu'il y ait toutes les compagnies qui se ruent sur les SAF, puisque c'est une obligation, ce qui va faire monter les prix. Déjà, le prix est très fort. Ah bah l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 fois le prix, Oui, un truc comme ça. Donc c'est sûr, il faut augmenter la production en masse. Plus il y aura de production, moins ça sera onéreux. Aujourd'hui, le prix de ce combustible est très onéreux. C'est tout à fait ça. Et donc là, il n'y a pas le choix que de mettre quelques subventions, en tout cas pour la production. Sinon, il n'y aura pas assez de SAF pour tout le monde. Donc, je ne parle pas assez proche du micro. Hop, j'espère que là, vous m'entendez mieux. Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir comme d'habitude dans le chat si vous avez des questions, que ce soit pour ce qu'on raconte, ce que vont raconter nos invités après. On passe à une autre news à propos des nouveaux types d'aéronefs. Donc c'est une news sur les drones, donc un article d'Air et Cosmos à propos d'un corridor de vol qui a été autorisé par la FAA aux États-Unis pour tester de la livrée d'une société d'aéronefs cargo autonomes. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire des livraisons cargo par drone. On sait que c'est des sujets assez touchy, ces livraisons par drone. Il y a beaucoup de questions de la population. Je vais avoir des drones au-dessus de ma tête, sans pilote. Je ne suis pas prêt à avoir ça au-dessus de mon jardin pour l'instant. Et donc là, c'est le premier corridor autorisé par la FAA, ce qui va permettre de tester en conditions d'exploitation ces nouvelles technologies de drones et de livraison de différentes marchandises avec cette société qui s'appelle Miski, quelque chose comme ça. Voilà, donc dont vous avez l'image à l'écran. Donc ce que tu es en train de nous dire là, c'est que dans quelques années, on aura nos livraisons Amazon Prime avec un drone. Alors là, si tu regardes, c'est pas tout à fait de la livraison de petits colis, ça commence déjà à être du gros cargo. Mais oui, Amazon teste aussi de ce genre de livraison, en tout cas même la Poste en France, sur des zones un peu éloignées. Voilà. Mais voilà, toujours est-il, il faut les tester en conditions d'exploitation. C'est bien beau d'avoir un produit, si les autorités ne suivent pas et ne permettent pas d'avoir des appareils qui sont testés en conditions de terrain réel, ça ne pourra pas se développer. Petite news aviation du futur. Avec plaisir. Comme on aime bien la grande fréquence. Donc là, je vais vous parler d'Airbus et de la startup H3 Dynamics, qui est donc une startup singapourienne. Donc on a un partenariat entre Airbus et cette startup pour tester des piles à hydrogène. On a pu voir toutes les annonces d'Airbus à propos de l'hydrogène, et il faut bien un fournisseur pour cette technologie, en tout cas dans l'aérien, qui n'a pas encore été très utilisé jusqu'à présent. Donc ils sont alliés avec cette startup pour tester dans un premier temps un APU sur un A330. Avant d'avoir directement des moteurs qui vont fonctionner à l'hydrogène, l'idée c'est de passer avec des choses un petit peu plus petites dans un premier temps. Et l'avantage de ces startups, c'est qu'ils ont déjà une solution qui est assez facilement adaptable pour remplacer un APU d'un avion. Donc voilà, on verra bientôt un A330 avec la première expérimentation d'hydrogène en l'air, et voilà, monter en compétence sur ces technologies. Deux dernières petites news sur l'espace. Alors la première, c'est à propos de Iris 2, l'équivalent européen de Starlink, qui est donc un projet qui vise à avoir plus une souveraineté européenne dans l'accès à Internet par satellite, entre autres. Donc on a eu une petite news assez inhabituelle, c'est directement une personne politique allemande, donc le vice-chancelier écologiste de l'exécutif communautaire, qui a
souhaitait suspendre l'appel d'offres qui avait été lancé en 2023. C'est assez inédit parce que normalement, un projet qui est voté par la Commission européenne, un appel d'offres, lorsque les personnes ont été désignées pour faire le projet, une personne d'un gouvernement ne peut pas s'opposer elle-même à la direction de l'Europe. Il trouve que c'est trop favorable à la France parce qu'effectivement, Thales, Airbus Airbus Defence and Space sont très impliqués dans ce projet. Et donc voilà, à suivre si ça va mettre un petit peu des freins à ce projet. Toujours est-il que c'est des gros enjeux, l'accès à Internet. On a pu le voir entre autres avec tous les conflits qui peuvent avoir lieu actuellement en Europe. On a besoin de cet accès à l'Internet et à voir quelles seront les suites sur ce projet européen de satellite et d'accès à Internet. Une dernière news. On a donc la start-up toulousaine Infinite Orbits qui s'est alliée avec plusieurs gros acteurs du secteur aérospatial pour allonger la durée de vie des satellites géostationnaires. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de satellites géostationnaires qui ont été lancés depuis de nombreuses années, mais ils n'ont pas une durée de vie limitée, en particulier en énergie. Ils ont toujours besoin même de différentes ressources énergétiques, à la fois pour leurs instruments, mais aussi pour se repositionner de temps en temps en fonction des évolutions de trajectoire. Et cette start-up se propose d'envoyer des satellites qui vont les réalimenter, leur redonner un petit boost d'énergie pour leur faire gagner quelques années de durée de vie. Des satellites dont les instruments sont parfaitement encore opérationnels. Ça ne sert à rien de les faire s'échouer sur Terre. L'idée est assez bonne de pouvoir directement envoyer un satellite qui va s'accrocher et pouvoir fournir un petit peu plus d'énergie à ces satellites qui sont donc les plus hauts qu'on peut avoir sur la Terre. Et il faut savoir qu'actuellement, il y en a 500 qui sont en orbite et 20% d'entre eux sont en bout de course parce qu'ils n'ont plus de carburant. Donc voilà, il y a un gros marché pour cette start-up. À voir où est-ce qu'il la suite de leur développement. Restez à nous suivre tous les 2 jeudis. On vous parlera de cette start-up et de ses évolutions. Merci Antoine pour la revue de presse. Ça va ? Des news un petit peu de tout, du transport aérien, des startups, du spatial. Il y en avait pour tout le monde. Donc c'était les news des 2 dernières semaines. Et on va pouvoir passer à l'interview de nos 2 invités. Eh ben, c'est Je te laisse la main. Merci. Renaud, Bernard, on va passer à des questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Ok. Tout d'abord, est-ce que, Renaud, tu peux un peu te présenter et expliquer ton parcours un peu professionnel qui n'a pas un lien direct avec l'aéronautique, mais qui t'a mené, entre guillemets, vers ton hélicoptère ? Tout à fait. Donc, Renaud Chantegrelet, j'ai 43 ans. Je suis originaire du plateau de l'Aubrac, un petit village qui s'appelle Matinal en Lozère. Parents restaurateurs, donc tout gamin passé dans la restauration. Et très rapidement, j'ai eu cette envie de prendre la succession des parents. Donc, à l'âge de 25 ans, j'ai ouvert mon premier restaurant à Boulogne-Billancourt. Très rapidement, j'ai voulu me rapprocher de l'héliport de Paris, donc ça a mis quand même un petit peu de temps, un petit peu plus de temps que ce que je pensais, ça a mis une petite dizaine d'années. Et donc j'ai ouvert ce 2e restaurant à Issy-les-Moulineaux, qui s'appelle Paulette, non loin de l'héliport de Paris. Devant ce restaurant, il y a un hélicoptère, une Alouette 2. Ça permettait d'unir mes 2 passions, la restauration et l'hélicoptère. Et il y a maintenant 3 ans, j'ai ouvert un autre restaurant à Antony. Voilà pour la présentation professionnelle. C'était très clair, merci beaucoup. Est-ce que Bernard, toi aussi, tu peux expliquer ton parcours qui est plus atypique, mais qui a aussi un petit lien avec les hélicoptères ? Ok, donc moi, mon nom c'est Bernard Romer, j'ai 71 ans et j'ai travaillé toute ma vie sur des plateformes pétrolières. Donc mon moyen de transport, c'était les hélicoptères. J'ai commencé par faire de l'hélicoptère télécommandé quand j'étais jeune. Et à l'âge de 50 ans, j'ai décidé de passer le brevet de pilote privé d'hélico. J'ai réalisé le rêve de ma vie, quoi. Voilà. Et puis, donc ça fait une vingtaine d'années que je pilote en pilote privé. Et un jour, pour parler de l'histoire avec Renaud, il envoie un message sur un groupe WhatsApp de pilote privé d'hélico. Quand un hélicoptère équipé d'un système de commande manuel qui permettrait aux personnes à mobilité réduite de rentrer dans ce monde extraordinaire des pilotes d'hélico. Et donc j'étais le seul à répondre à ce WhatsApp. Là, il faut toujours un. Voilà. Heureusement qu'il a répondu, parce qu'autrement, j'aurais vraiment été embêté.
Et depuis, on se parle 10 fois par jour. Mon épouse m'a dit que je devrais aller habiter avec lui, que c'était mon 4e enfant, etc. Et voilà. Donc, On a rapidement été très unis par la passion. voilà, c'est une belle histoire. Comment moi, je suis à la retraite, je parle anglais, il ne parle pas anglais. Donc, on a cherché des pièces un petit peu à droite à gauche dans le monde, dans différents pays. Et essayer de rallier le maximum de gens à notre cause, quoi, à notre histoire. C'est une belle histoire. Et toi, Bernard, tu peux nous dire peut-être comment tu as appris à piloter au début? Ah voilà, oui. Alors moi, j'ai fabriqué un siège qui m'a permis de faire du flight simulator à l'époque où les écrans étaient petits, 15 pouces, verts, etc. Cathodique. Ouais, cathodique. Et donc, j'ai appris à piloter avec ce siège et Microsoft Flight Simulator. Je fais du flight simulator depuis FS3. Donc ça remonte à belle lurette. Très longtemps. Je pense que je m'avancerai pas, mais voilà. j'étais pas né à l'époque. Voilà, mais... oui, la souris n'avait pas été inventée. Il fallait faire avec le clavier, les touches F1, F2, F3. L'idée de Bernard, c'était vraiment de démontrer qu'on pouvait apprendre à piloter déjà à son époque, avec un simulateur et de le démontrer à un instructeur, parce que les instructeurs à l'époque, quand on leur parlait du simulateur, ils n'étaient pas très... Ouais. Personne n'y croit. Quand tu dis à un instructeur qu'à ton premier vol, tu veux faire du stationnaire, des 360 à gauche, à droite, poser, décoller, il te prend pour un fou. Quoi. Et donc tu y arrivais ou pas? J'y suis arrivé, parce que j'ai un peu une grande gueule. Donc si j'avais pas réussi, ça m'aurait quelque part vraiment emmerdé. Excuse my French. Et donc j'y suis arrivé, j'ai fait tout ce que j'avais dit que j'allais faire, en disant à l'instructeur, désolé, hein, mais ton truc, c'est au moins 10 fois plus facile que mon flight simulator. Donc c'est bien plus facile dans le vrai que sur une... En plus, ma chaise était statique, quoi. Il n'y a rien qui bouge. Oui. Aujourd'hui, il y a la réalité virtuelle, il y a tout ça. Et à l'époque, c'était sur quoi comme hélicoptère? C'était un Jet Ranger, qui était celui qui ressemblait le plus à celui que j'ai piloté en premier, qui s'appelait un Hughes 300. D'accord. Et donc, le Jet Ranger de Microsoft Flight Simulator ressemblait énormément au point de vue... ressenti. Oui, ressenti, un modèle de vol à ce Hughes 300. Quoi. Et tu les as pas appelés pour leur dire service après-vente? J'étais très content, j'ai essayé. Ouais. Alors après, une fois que j'ai eu mon brevet, j'ai fait l'instructeur de mes instructeurs. Donc j'ai amené mon siège et mon ordinateur à l'école à Toussus. Et donc j'avais 2 instructeurs qui ont essayé. Il y en a un qui n'est jamais arrivé, qui avait une grande gueule, qui passait son temps à m'engueuler. Et l'autre qui a essayé. Et au bout de 2 heures, il arrivait à poser l'hélico quelque part sur une ligne droite, mais pas sur un H, quoi. Donc voilà. C'est une belle histoire. Ouais, Renaud, donc Bernard nous a un peu expliqué, tu es la première personne en situation de handicap à avoir obtenu ta licence de pilote privé hélicoptère. Alors au monde. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ta passion pour l'aéronautique, alors plus précisément pour les hélicos, et d'où est venue l'idée en fait de dire c'est le moment, je veux piloter un hélicoptère? Alors à la base, ma passion pour l'aéronautique, ça a été gamin, l'hélicoptère. Pourquoi? Parce que enfant, je passais avec mes parents devant l'héliport, et quand on passait devant l'héliport, je voulais plus en repartir. J'étais fasciné par les hélicoptères. Mes parents ne voulaient plus passer devant l'héliport parce qu'autrement, c'était une crise à chaque fois pour s'arrêter. J'ai été victime d'un accident de moto à l'âge de 14 ans. Roulant, et donc là il a fallu réfléchir comment il serait possible de voler et d'y arriver. L'hélicoptère, j'avais fait réellement une croix sur l'hélicoptère. Pourquoi? Parce que je savais qu'il n'y avait aucun hélicoptère d'adapté et que je ne pourrais pas faire carrière dans l'hélico. Donc j'ai commencé à voler en faisant du parapente à moteur, du paramoteur, ensuite de l'ULM pendulaire. Et donc, j'ai été mis en relation avec l'aéroclub Paul-Louis Veller au Mureau, qui dispose de 3 avions adaptés de commande manuelle. Et donc, j'ai passé mon brevet de pilote dans ce club. Ensuite, donc, j'ai créé le restaurant Paulette en installant cet hélicoptère devant la porte. Mais à ce moment-là, je pense plus du tout à devenir pilote d'hélicoptère, parce que pour moi, c'est un peu... la marche impossible à gravir, il n'y a pas d'hélico équipé, je pose la question à tout le monde me dit
Renaud, c'est même pas la peine de commencer, tu n'y arriveras jamais. Et en lançant cette bouteille à la mer, Bernard qui répond sur ce groupe WhatsApp. Bernard, il me dit oui, pas de problème, je vais t'aider. Et donc là, on s'est unis et on s'est battu pour y arriver. Et donc, je suis devenu maintenant pilote d'hélicoptère depuis 3 ans. Ah bah c'est vraiment un très beau parcours, mais tu peux aussi, alors avec Bernard, hein, complétez-vous, n'hésitez pas, nous expliquer combien de temps ça t'a pris et comment tu as procédé pour développer ce malonnier. Donc malonnier, c'est la contraction entre manche et palonnier. L'objectif, c'est vraiment de changer les commandes de l'hélicoptère pour réussir à tout faire avec les mains. C'est de ramener les palonniers à la main. Donc, on a déjà dû trouver un hélicoptère parce que il nous fallait un hélicoptère pour développer le système de commande manuelle. Donc, on a trouvé un hélicoptère, une Alouette 2 du côté d'Albertville. Cet hélicoptère était en butée de grande visite. Et donc, on a rapatrié cet hélicoptère à Tours. On l'a passé en grande visite. L'Alouette étant une machine de collection, donc en annexe 1, on l'a classée en collection. On l'a immatriculé, on a fait tous les travaux qu'il y avait à faire dessus. On a développé le système de commande manuelle. Donc moi, je trouve que les choses avancent jamais assez vite, que tout est trop long, parce que je suis un peu hyperactif. Donc en 1 an, on a passé la machine en grande visite, on a développé le système de commande manuelle. La DGAC a certifié ce système de commande manuelle et j'ai passé mon brevet de pilote hélico. En 22 jours. En 22 jours. Oh là 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 là. Ouais, la petite anecdote, comme je suis très très pris par mes restaurants, je voulais vraiment condenser au maximum la formation. Donc j'ai demandé à mon instructeur, Michel Anglade, je dis à Michel, donc il y a 30 000 heures de vol, je lui dis Michel, j'ai quelque chose à te demander. Il me dit Renaud, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis écoute Michel, je voudrais venir vivre avec toi à partir de la semaine prochaine et repartir de chez toi avec le brevet. Et donc, je suis allé vivre chez lui. Pendant 21 jours, je suis resté chez lui. On a volé 4 fois par jour, de la théorie, de la pratique. Et 21 jours après, je suis reparti avec le brevet de pilote. Et en plus, vous entendiez toujours bien, hein, ce qui n'est pas forcément C'est pas ça. gagné. Okay. Et tu arrives toujours à voler assez régulièrement? Ouais, je vole régulièrement parce que déjà... je pense qu'il faut, pour garder ses capacités de pilote, surtout en hélicoptère, il faut voler régulièrement. Donc j'essaie de voler 1 fois par semaine. Ok. Et qu'en hélicoptère maintenant Je compile entre l'avion et l'hélicoptère. Ok, donc toujours les deux en parallèle. On va dire en ce moment un petit peu moins en avion. L'hélicoptère a un peu pris le dessus, mais je continue à voler en avion. Ok. En plus, on a une magnifique image pour illustrer l'Alouette 2. Et donc, pour revenir sur ce choix, pourquoi l'Alouette 2? Est-ce qu'il y a vraiment un choix affectif? Parce que peut-être c'est l'hélicoptère que tu as mis aussi devant chez Paulette, que c'est peut-être un hélicoptère... tu es peut-être fan de Fantomas, hein, vu qu'il apparaît dedans, ou c'est plus un choix technique? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on aime cet hélicoptère qui est un hélicoptère mythique, le premier hélicoptère à turbine, un des premiers hélicoptères à pouvoir sauver des vies en montagne. Donc assez fan de cet hélico. Et nous, pour notre projet, il nous fallait une machine en annexe 1, une machine classée en collection sous régime français pour pouvoir développer notre système de commande manuelle. Pourquoi ? Parce que une machine qui est en collection sous le régime français, pour la modification, il fallait que ça soit approuvé par la DGAC. Contrairement à une machine beaucoup plus récente, donc qui aurait été sous CDN et ASA, où là, il nous aurait fallu parcourir toutes les démarches administratives et d'essai de l'EASA qui sont très très complexes. Et pour avoir la classification machine de collection, c'est un peu comme les voitures, il faut 30 ans d'ancienneté? C'est ça, exactement. Oui. Il faut qu'elle ne soit plus fabriquée depuis 30 ans. Plus fabriquée, d'accord. Voilà. C'est pas juste que la production a été faite il y a 30 ans. Qu'elle soit plus fabriquée depuis 30 ans. Ok. Et il nous fallait aussi une machine qui n'avait pas de manette de gaz sur le manche du pas général. Et donc cette Alouette n'a pas de poignée des gaz.
Donc l'idée au départ, c'était un pilote d'hélico, on sait faire deux choses avec la main gauche. On sait tirer sur le pas général et compenser le fait que le rotor va perdre des tours avec une poignée des gaz. Et donc, il nous fallait un hélicoptère qui n'a pas de poignée des gaz sur le manche du pas collectif pour pouvoir mettre une deuxième commande pour combiner deux mouvements qui sont les mouvements auxquels un pilote d'hélico est habitué. L'idée première de Bernard, c'était vraiment ça, et c'était tout de suite la bonne idée. C'était depuis tout temps, les pilotes d'hélico conjuguent le pas et les gaz. Donc Bernard a dit, toi tu vas conjuguer pas et palonnier. Et donc c'est très 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 ludique. Et quand tu passes du pilotage avion au pilotage hélicoptère, alors même pour un pilote qui le fait sur des commandes avec palonnier, c'est assez particulier. Et toi, est-ce que tu as vraiment vu cette différence assez, pas violemment, mais brutale ou... Moi, pour ma part, ça me pose aucun problème. Peut-être parce que je vole aussi assez régulièrement avec les deux. Beaucoup disent qu'il faut faire attention, que ça peut être accidentogène de passer à l'un ou à l'autre. Moi, c'est pas quelque chose que je ressens, peut-être parce que je vole assez régulièrement. Alors, en tant que pilote d'hélico, j'ai envie de dire que l'avion, c'est tellement facile qu'il n'y a pas de risque. Oui. Moi, je serais bien revenu sur cette histoire de conversation WhatsApp et le petit message. Okay. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Est-ce que tu as tout de suite vu une solution technique? Oui. Vraiment, est-ce qu'en voyant le message, tu te dis, bah oui, en fait, pourquoi personne l'a fait avant? Est-ce que tu avais. Ou comment est-ce que tu t'es dit, bah oui. Et ce qu'on pourrait te demander, peut-être que. Parce que je lui ai jamais posé la question, pourquoi il a répondu? Voilà. J'ai répondu parce que dans mon job, qui était un métier opérationnel, une plateforme de forage, ça travaille 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ça coûte très très cher. Et donc, quand tu es en charge, quand c'est toi le boss, les mails, les WhatsApp, les conversations, les machins, tu es obligé de répondre très très vite. Donc moi, j'ai mon téléphone qui est toujours branché. Paf, je reçois ce message, je le lis, je suis... comment ça me touche, et je dis, bah ok, pas de problème, moi je peux t'aider, parce que, encore une fois, j'ai piloté des hélicos télécommandés quand j'étais jeune. J'ai une petite vidéo où on me voit, tu vois, avec des cheveux, avec la moustache, en train de piloter une Alouette 2 télécommandée. Il y avait déjà des caméras à l'époque? Ouais, c'est ça, mais qui marchaient au diesel. Ah. Et donc tu avais quel âge là, Bernard? Là, j'avais 30 donc, ans. ça veut dire qu'il y a 40 ans, tu pilotais déjà sans l'usage des jambes. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, ayant piloté ces hélicoptères télécommandés, je sais très bien qu'on peut y arriver et qu'on n'a pas besoin des jambes, puisque en modélisme, tu fais avec les deux mains ce que tu fais avec les mains et les pieds. Et donc moi, pour fabriquer mon siège, je n'avais pas fait d'over-engineering. J'avais fait quelque chose de vraiment basique qui marche avec de la mécanique et pas de l'électronique. Donc on a utilisé le même principe sur le malonnier. Le plus simple possible. Voilà, le bon sens agricole. Et donc aujourd'hui, ce qui perd le monde, c'est ça, c'est l'absence de bon sens, c'est l'over-engineering, c'est la surcomplication des choses. Tu veux dire que les jeunes n'ont plus de bon sens, Bernard? Qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message? On ne peut pas le laisser dire ça. Dans mon job de coach, donc je dis aux jeunes ingénieurs qui vont faire ce métier du pétrole de garder le sens. Donc, ce qui complique tout aujourd'hui, c'est cette absence de bon sens. Donc, restons simples. On est parti avec, sur un système extrêmement simple, que du bon sens. Les gens qui nous ont aidés sont des mécaniciens, c'est pas des aviateurs. Personne n'avait de notion d'aviation à part nous. Et voilà. Et donc, c'était que des gens de bon sens avec un fort esprit mécanique. Et il y a toujours aujourd'hui sur l'Alouette 2 des pièces qui ont été fabriquées par le premier mec qu'on a connu quand même. Donc ça c'est quand même pas mal. Hein. Et donc c'est très très fort. Et donc des belles pièces. C'était quelque chose de très intense intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Donc c'était vraiment bien. Et tu as réussi à transposer un peu ton savoir d'ingénieur sur cette partie-là? Ou c'est plus, toi, tes connaissances personnelles, ton rapport au pilotage d'hélico qui t'a amené à avoir ces idées, ces solutions? Oui, en fait, dans mon job, on a besoin en permanence de résoudre des problèmes. Oui. Et ces problèmes, si on utilise le bon sens, on peut les résoudre facilement. Et donc, avec cette Alouette, où tout est une Alouette, c'est comme un hélicoptère sans carrosserie, quoi.
Donc tout est apparent, donc c'est vraiment facile de voir ce qu'on va faire, plus facile que sur la Gazelle qui elle est carrossée et c'est plus compliqué. Donc avec cette Alouette 2, c'était simple de voir comment on allait se brancher sur le truc, qu'est-ce qu'on allait faire pour que ça marche. Voilà. Et alors toi, qu'est-ce que t'en penses, Bernard? C'est plus facile de piloter Oui. avec les jambes ou avec les pieds? Alors, les jeunes pilotes, quand tu prends tes premières Oui. leçons de pilotage, avec le palonnier pour les pieds, malonnier pour les mains, donc avec le palonnier, tu es un peu crispé sur les pédales, ce qui fait que quand tu appuies sur la pédale de droite, tu as la pédale de gauche qui se soulève, mais si tu es crispé sur les pédales, quand tu appuies sur la pédale de droite, tu empêches la pédale de gauche de se soulever. Donc tu vas dire à ton instructeur, vache, c'est dur ce palonnier, et lui il va te dire, mais non, c'est parce que tu es crispé. Bon, en Alors avion qu'avec- aussi, on a tendance à se crisper Voilà. un peu dans les Alors dans les qu'avec débuts. le malonnier, tu peux pas appuyer sur les deux pédales en même temps. C'est une poignée tournante. Tu vises pour aller à droite, tu Oui. dévises pour aller à gauche, et tu ne peux pas. Et donc tous les pilotes d'essai de la DGAC qui ont essayé notre système nous ont dit que c'était mieux qu'avec les pieds. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà. Ah, c'est bluffant et c'est vrai que ça, enfin, nous en tant que jeunes pilotes, c'est vrai que ça questionne beaucoup. Bon, t'es en train de me dire que Comment, j'ai pas beaucoup de mérite en fin de compte. Non, mais c'est intéressant d'arriver à faire quelque chose de finalement plus intuitif, en tout Ouais, cas en ouais. venant Ah, c'est fondamentalement très d'avoir quelque intuitif. chose C'est très intuitif. d'assez naturel et voilà, de pas avoir à faire toute une mécanique et Non. des mécanismes. Ce dans qui son nous a esprit. motivés surtout, c'est le fait que tout le monde nous dise qu'on n'y arriverait jamais. Donc ça, c'est une phrase que Renaud et moi, on aime bien. Ah bon, on va pas y C'est arriver. impossible, t'y arriveras Ouais, jamais. c'est On ça, adore. ouais. Donc moi, j'ai entendu dire ça toute ma vie dans mon job. Donc Donc on est parti au combat. Bah, c'était un très bon combat et vous avez parlé donc de l'Alouette 2 qui est actuellement modifiée, fonctionnelle et qui est magnifique, hein, on a vu les images tout à l'heure. Il y a un autre projet dans les bacs, est-ce que tu peux un peu nous en parler, Renaud? Oui, alors pour l'instant, le futur projet, on est au tout début du projet. On voudrait bien développer un nouvel hélicoptère qui est l'hélicoptère de nos rêves pour notre association qui s'appelle les Ailes de l'Aubrac. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Totalement. Et on souhaiterait acquérir une gazelle et de développer ce système de commande manuelle sur une gazelle. Donc ça va être un parcours assez long, un nouveau projet très ambitieux, mais on va y arriver. Ah bah, on y croit, on suivra l'aventure en tout cas, ça c'est Eh ben, sûr. avec grand plaisir. Et pour revenir sur les niveaux timing, là pour l'Alouette 2, combien de temps ça vous a pris entre le premier message WhatsApp et le premier vol, on va dire, en utilisant le 18 manuel? mois. 18 mois. Là, C'est Et- ça. Et qu'est-ce qui a pris le plus de temps? C'est vraiment Ça veut dire- plancher sur l'idée ou c'est vraiment la produire, la tester et la rendre concret? Non, on a fabriqué le premier prototype assez rapidement, qui a démontré qu'avec la poignée, on y arrivait. Alors, c'était un petit peu plus gros que ce que c'est aujourd'hui. Ça nous faisait casser le bras quand on tirait sur le pas général. Mais le but, c'était pas ça. C'était de vérifier qu'avec des câbles et une poulie et une poignée tournante, Il y a eu toute la maintenance de la machine, hein, une grande visite sur un hélicoptère de type Alouette 2, c'est donné à peu près pour 1000 heures de travail. Donc c'est pas rien, donc il y a toute la grande visite de l'hélico à faire. Il y a eu le développement du système de commande manuelle, et après, bien entendu, toute la partie administrative quand même qui est assez lourde. Donc là, pour la partie, on peut en parler de la partie administrative? On peut en parler, mais ça n'a pas vraiment de... Bah, Donc ça on- t'a marqué en tout cas, on le voit Non, Bernard. non, Voilà. oui, parce que ça, c'est l'aspect pénible. Voilà. Donc là, on s'est entouré d'une société de services spécialisée dans ça, qui a géré tout cet aspect administratif pour nous soulager. nous, L'aspect de la certification, voilà, parce voilà. que qui était complètement inconnu Oui. pour nous, alors qui sera, je l'espère, un petit peu plus facile dans notre nouveau projet, mais quand on est arrivé, on ne connaissait pas du tout les démarches, et donc on s'est fait épauler, bien entendu, pour toute la partie certification. Ah là là. C'est tout l'essentiel, bien s'entourer pour mener Mais ouais, à bout le bien projet. sûr. Et puis en 18 mois, du coup, ça a été quand même très Ah rapide. ouais. C'est impressionnant. Ouais, 18 mois, c'est beau. Et puis vous visez de faire autant ou moins ou pas par rapport à la gazelle? Est-ce qu'il y a un retour d'expérience qui pourrait, on veut toujours oui, aller plus vite. Surtout toi qui Non, mais je pense que notre projet Gazelle devrait aboutir plus rapidement, parce que
déjà on a toute la notion, les connaissances, l'expérience de l'alouette, et donc on espère que ça aille un petit peu plus vite. La chose extraordinaire, c'est que cette société de service, au bout d'un moment, là, qui eux deal avec la brasserie, l'aspect administratif, etc., ils m'appellent, ils me disent, bon là Bernard, il faut que tu nous envoies les plans du Malonnier. Putain, les plans, ah bon, ok. J'appelle le tourneur, je lui dis, tu peux, t'as les plans du Malonnier? Il me dit, les plans? Non, j'ai pas de plan. Tant que tu me dis, on rallonge, on diminue, on coupe, on soude, on fait ceci, on fait cela, moi je fais. Le jour où tu me dis, c'est bon, c'est terminé. C'est les mécaniciens à l'ancienne. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, un jeune qui est tourneur, il rentre des datas dans un ordinateur, il appuie sur execute, il va fumer des clopes, il revient et la pièce est tournée. Alors que nous, on a tourné des pièces, tu vois, je fais le geste encore à l'ancienne, avec des mécaniciens, des gens avec un fort esprit mécanique. Ah ouais. Voilà. Et du bon sens agricole. Ouais. Vous avez fait comment du coup? Vous avez dû faire des plans après? Oui, Ou donc vous- on a fait les Ok. plans. Oui, Vous en avez quand même sorti, il n'y avait Ah pas le ouais, choix, ils vous les ont On a tout demandé. fait à l'envers. On a d'abord fait les pièces et après on a fait les plans. On a fait les pièces, on a vérifié que ça marchait, on a changé des diamètres parce que au bout d'un moment, Renault dit bon, peut-être que l'amplitude est un petit peu trop importante, donc on a mis une poulie plus grosse, tu vois. Mais avec une poulie plus grosse, c'est un peu comme si tu démarres sur le grand plateau en vélo, quoi. Tu vois, c'est plus difficile. Et très rapidement, on est revenu au premier calcul que j'avais fait, c'est-à-dire la première poulie, le premier diamètre, et ça marche très bien. Donc t'es en train de dire que t'es le meilleur, que t'avais déjà... Non, mais c'est de l'arithmétique, c'est complètement con. C'est vraiment du basique. Ouais. Quoi. C'est un périmètre et tu vois, un angle et de combien on va tirer sur un câble. Excuse-moi, mais ça va. Et donc cet hélico, t'es le premier pilote à avoir emboîté le pas. Est-ce que depuis, il y a d'autres personnes qui sont aussi en situation de handicap qui ont cherché à vouloir devenir pilote, ou pour le moment ça prend du temps? Alors ça, bien entendu, ça prend du temps parce que pour le moment, on n'a pas énormément communiqué non plus sur le projet. Donc ce système, il est très très méconnu pour l'instant du public. En France, il y a peu de pilotes d'hélicoptères privés. Donc c'est vraiment, déjà l'hélicoptère en France est une niche. Donc l'hélicoptère pour les personnes handicapées, il est très restreint. Mais en tout cas, j'espère bien volontiers que les personnes en situation de handicap souhaitent se mettre à l'hélicoptère. Eh ben, écoute, d'après ce que m'a même dit Bernard, moi si je veux mettre à l'hélicoptère, je préférerais le faire avec Malonnier. Hein. Bah écoute, je crois que tu vas pouvoir essayer ça des samedis, c'est ça? Il Petit est fou, vénard. cet Hein homme. Ben ouais. Pour revenir sur l'Alouette, elle est immatriculée Fox Alpha Yankee Romeo Charlie. Romeo Charlie, c'est Alors- tes initiales. Comment t'as fait? Est-ce Alors, que c'est Oui. inné? Alors justement, c'est-à-dire que quand on a acheté cette Alouette en CDN, donc elle avait son immatriculation et donc classification en collection, naturellement, la machine change d'immatriculation. Donc c'est toi qui l'as passé en collection? Oui, Qu'elle puisse changer on l'a de- classée en collection, Ok. tout à fait. Et donc, toutes les machines en collection françaises sont en Fox Alpha Yankee ou Fox Alpha Zulu. Et après, pour les deux lettres restantes, donc Roméo Charlie pour Renault Chantegrelet, c'est la DGAC qui m'a proposé cette immatriculation parce que l'immatriculation était disponible. Et donc, à savoir que si vous immatriculez un jour un aéronef, vous pouvez faire une demande au bureau des immatriculations. Et si l'immatriculation est disponible, ils vous la donneront avec grand plaisir. Ah, ils sont sympas quand même. Hein. C'est bon à savoir. Hein. Si t'avais l'intention d'acheter un petit hélicoptère d'ici quelques cette années. collection, mais ouais, écoute. Est-ce que le chat est actif ou pas ce soir? N'hésitez pas à poser vos questions à nos deux invités. Pour l'instant, je n'ai pas vu de On va questions dans le rebondir chat. juste sur l'hélicoptère qui est devant chez Paulette. Comment tu l'as trouvé et comment tu as réussi à le ramener? Est-ce que c'est aussi une autre aventure qui a été lourde ou qui s'est faite naturellement? Alors, c'est complètement incroyable. Un jour, je rentre du restaurant, il est 1h du matin, je me couche, j'ai toujours du mal à m'endormir. Je pense toujours à ces hélicos qui m'empêchent de dormir. Et je me réveille et je me dis, mais devant chez Paulette,
à côté de l'héliport, à côté de ma marraine de cœur, le général Valérie André. Je dis, mais ça serait exceptionnel de pouvoir mettre un hélicoptère devant le restaurant. Et donc, en pleine nuit, je vais sur le Bon Coin et puis je trouve une carcasse d'Alouette 2 à vendre. Et donc, j'ai acheté cette carcasse. On l'a un peu relooké. On l'a acheté du côté de Clermont-Ferrand. Et il y a un transporteur qui nous l'a ramené à Issy-les-Moulineaux et on l'a installé. Ah, c'est super. Ouais, génial. Et vous avez pu un peu l'utiliser ou pas pour typiquement récupérer des pièces peut-être pour. Ouais, parce qu'en fait, on a eu cette Alouette avant d'avoir celle qui vole actuellement. Et donc, ça nous a permis de s'inspirer de certaines pièces, pouvoir démonter pour maqueter. Ça a été un peu la boîte à outils, cet hélicoptère devant chez Paulette. Donc, heureusement qu'on l'a eu. Ah, c'est fou. On a notamment démonté le secteur circulaire là, sur lequel on se branche avec les câbles du malonnier. Ouais, pour pouvoir faire les protos. Le donner à des tourneurs pour qui, au lieu de mesurer et de faire, tu vois, avancer avec des erreurs, bah, tu as le secteur qui est le même. Ok, on fabrique les pièces et quand elles vont dessus, c'est tranquille. Pas mal. C'est pratique, directement en atelier pour C'est essayer ça. plutôt que de faire des allers-retours sur l'hélicoptère. Ouais, Moins C'est plus facile qu'aller démonter les pièces sur les hélicos des copains. Voilà. Et oui, alors, et c'est ça aussi qu'il fallait, parce que il fallait une dérogation, parce que tu n'as pas le droit d'apprendre à piloter un hélicoptère sur un hélicoptère de collection. Donc, il fallait une dérogation pour Renault. Il fallait donc faire certifier ce malonnier. Et tu trouveras jamais personne dans le monde de l'hélicoptère qui va accepter que tu bricoles son hélico, qui lui n'est pas classé en collection, tu vois, pour lui monter à la place du manche, enlever la poignée existante pour en mettre une autre. Donc c'était impératif qu'il achète l'hélicoptère. Donc en fait, tu peux acheter un hélicoptère sans avoir de licence de pilote d'hélicoptère. Oui. Ah, c'est assez marrant. Bon, comme les voitures. Oui, on peut acheter une voiture sans avoir le permis. C'est vrai. Voilà. Ce qu'il faut, c'est ne pas se faire gauler. Voilà. C'est ça. Je pense que ça va être plus compliqué de te faire flasher dans les airs qu'au sol. Méfie-toi. Ça dépend à quelle altitude tu voles. Ouais, c'est ça. Et ils sont partout, la police du ciel. Pour en revenir sur l'association que tu as fondée, les Ailes de l'Aubrac, est-ce que tu peux un peu nous en parler quel était l'objectif et ce que vous visez du coup avec l'arrivée de la Gazelle dans les très longs termes, hein, bien sûr. Oui. Donc, les Ailes de l'Aubrac, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très attaché à cette région qui est le plateau de l'Aubrac. Et donc, l'idée de cette association, c'est de faire voler des enfants en situation de handicap, de promouvoir le pilotage aux personnes également en situation de handicap et de conserver le patrimoine aéronautique français. Donc, l'Alouette fait partie de ce patrimoine. La Gazelle en fera partie, je l'espère. Mais disons que la volonté première de cet assos, c'est le bonheur des enfants en situation de handicap. Donc, avec la Gazelle, j'espère pas à long terme, on va dire à moyen terme, c'est d'organiser tout un Tour de France et dans différentes communes de France, faire voler ces enfants extraordinaires. Ouais, c'est magnifique. Et puis, c'est pour faire écho aussi à un peu Rêve de gosse, donc, qui est un tour de France de plusieurs pilotes qui viennent faire voler des enfants en situation aussi de handicap. Et c'est actuellement, donc n'hésitez pas à les suivre sur leur réseau. On fait écho comme ça pour ceux qui seraient intéressés. Donc, Rêve de gosse fait rêver les enfants avec des ailes. C'est ça. Et ben, mon idée, c'est de faire rêver les enfants avec des pales. Oh, c'est encore... Il est fort. Hein. Ça marche. Il a le marketing. Moi, je te dis que ça va le faire. Je pourrais peut-être faire du commerce. Qu'est-ce que tu en penses? T'hésiterais pas à acheter un restaurant par pur hasard. C'est ça. Une question pour vous deux. Dans votre formation de pilote hélico, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Qu'est-ce qui a été la partie la plus compliquée à acquérir, sachant que vous avez des backgrounds, des parcours totalement différents, parce que Bernard, tu avais fait du simulateur de vol, donc tu as déjà les commandes de base, tu les avais. Mais voilà, est-ce que...
Vous pouvez, Bah, à chacun je votre pense tour. Je pense que je vais le laisser parler, mais je pense que pour Bernard, lui, sa première heure, il a trouvé que tout était facile parce qu'il avait déjà fait du simulateur. Ouais. Moi, j'ai trouvé la première heure que tout était extrêmement difficile parce que le premier vol en hélico, c'est une savonnette dans un bidet. Pour tenir le stationnaire, il me fallait plus grand que le Stade de France. Donc, non, c'était compliqué. Il y a du stress. Il y a cette... on est crispé sur les commandes. On est tendu de partout. Les débuts sont pas faciles. Ok. Et le problème de l'hélicoptère, c'est qu'on commence tout de suite par le plus difficile, qui est la maîtrise du vol stationnaire. Donc là, tu es dans un effet de sol, tu es exactement les savonnettes dans la baignoire, et tu essayes de te tenir debout sur ces savonnettes dans la baignoire avec ta femme qui arrose en plus les savonnettes, tu vois. Donc c'est ça, c'est ce que C'est disent bien écrit, Bernard. Ouais, c'est ce que disent les gens. Mais voilà, donc tu es obligé de commencer par ça. Alors que quand tu commences par l'avion, tu pousses les gaz, tu décolles, c'est pas très compliqué, tout le monde y arrive, tu vois. C'est ce que je pense. On va pas se faire que les amis Non, avec non, on les va pas pilotes se faire, d'avion. ouais, Tu sais qu'il y ouais. a, Non, je non, non, pense, ouais. beaucoup plus de Ouais. pilotes d'avion C'est que vrai, de c'est pilotes vrai. d'hélico qui Ouais. nous regardent. Ouais. Bernard blacklisté de tous les aéroports de Ouais, France. voilà, désolé les mecs. Hein. Bon, ok. Donc, oui, mais donc tu commences par ce vol stationnaire et il y a, en plus de ce vol stationnaire, à chaque fois que tu tires un petit peu sur le pas général, il faut compenser avec la manette des gaz. Donc, il y a parfois des gens qui n'y arrivent pas, surtout sur les hélicoptères anciens, où il n'y avait pas de synchro entre les gaz et le pas, où il n'y avait pas de régulateur, ce qui fait que tu es vraiment obligé de travailler beaucoup, beaucoup avec la main gauche. Et donc, moi, j'ai fait 80% de mes heures sur un hélicoptère très simple, qui n'avait pas de course contrôle, là, de régulateur. Et donc, j'étais habitué à ça. Ce qui fait que quand on le débranche dans un hélicoptère plus moderne, comme le Robinson R44, ça me dérange pas trop, quoi. Et donc l'autorotation pour tous les deux, il n'y avait pas de problème. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors Ou après, c'était non, quand même, l'autorotation, ça nécessite beaucoup d'entraînement, mais ça t'a pas paru si difficile que ça. Alors, c'est... tu verras, si Je un verrai jour tu peut-être pas, le mais- fais. Oui. Non, mais c'est pas si compliqué que ça, parce que tu es en l'air, tu n'as pas vraiment une notion de vitesse quand tu es en l'air. Et donc, tu arrives près du sol plus vite que d'habitude. Le problème des autorotations, c'est que l'hélicoptère, tu voles à 1000 pieds du sol en général, et en autorotation, tu descends à 2000 pieds minute. C'est-à-dire que si c'est une vraie autorotation pour une vraie urgence, quoi qu'il arrive, dans 30 secondes, tu as les patins qui touchent par terre. Et Donc ça va très vite. Donc voilà. Et donc dans ces 30 secondes, il faut savoir d'où vient le vent, trouver une des aides, tu vois, te mettre dans le bon axe et aller se poser. Et donc c'est là où ça devient. Donc ça fait écho à tes compétences, réfléchir rapidement et trouver des solutions très Voilà. rapidement. Il était fait pour être pilote d'hélicoptère, moi je vous le dis. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Une petite dernière question pour toi, Renaud. Pour nos amis parisiens qui voudraient découvrir un peu tes restaurants, est-ce que tu peux nous dire où leur nom et où est-ce qu'ils se situent? Comme ça, ils peuvent enregistrer et venir te voir. Bon, avec plaisir. Je suis plutôt là pour vous parler d'aéronautique plutôt que de restauration, mais je vais vous en parler pour une chose, parce que j'adore recevoir des passionnés de l'aéronautique dans mes restaurants et c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux. Donc le premier est à Boulogne-Billancourt, qui s'appelle Renault. Mon prénom est juste en face des usines Renault. Le deuxième, Paulette à Issy-les-Moulineaux. Paulette, le prénom de ma maman. Et Jean, sur la place du marché à Antony, le prénom de mon papa. Il faut que j'en fasse un pour Bernard quand même. Mais bon, je sais pas, le Bernard, je sais pas si, commercialement c'est parlant, lamentable. je sais pas si c'est terrible. C'est lamentable. Prochain restaurant à ouvrir. Ouais, chez Nanar, on va chez Nanar. L'horreur. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour l'interview. Ouais, c'était très intéressant de voir tout ce que vous avez dû faire comme étape pour aller jusqu'à ce brevet et cette passion de l'hélicoptère. Ah, On a eu merci. beaucoup plutôt de pilotes d'avion jusqu'à présent. C'est, il me semble, le premier pilote d'hélicoptère Ouais. qu'on reçoit dans Grande Fréquentier. Moi, je me trompe. Non, Donc, voilà. Pour moi, c'est la... Deux fois premier, quel Incroyable, privilège. c'est dingue. écoute, est-ce qu'on passerait pas à la suite? Eh bien oui, après cette belle interview, je vous propose qu'on passe à un petit quiz donc préparé par Alexandre. Donc vous allez pouvoir regarder les deux écrans qui s'affichent. Donc vous avez
ici les questions qui vont s'afficher. Donc l'idée à chaque fois, une question, 4 choix. 4 choix, Et totalement. Alexandre qui va nous présenter tout ça. C'est ça. Vous, de l'autre côté de l'écran, pour le chat, n'hésitez surtout pas à répondre aussi, comme ça vous participez avec nous. Ça Bien nous fait sûr. plaisir. Et puis, ça permet de mettre de la bonne Et ambiance. si vous avez encore des questions pour nos invités, ils sont encore là. Mais on attend les questions, on attend. attend. On ouvre la hotline. Ok, et ben si c'est prêt au niveau technique, on va pouvoir commencer avec la première question. Quel est l'indice d'octane de l'Avgas ? 80, réponse A. 95, réponse B. 100, réponse C. Ou 110, réponse D. Et, ben, Alors, ça- on a tous des pilotes autour de la table, donc là il devrait Ça, ça avoir va. et donc quelqu'un. ça sera la réponse C. C'est Cent. Tout le monde valide. Oui, La bien Avgas sûr. sans LL. Oh, bravo. bravo. C'est d'ailleurs la bonne Et la que bonne veut réponse. dire LL? LL. Light. Non. C'est Lila. pour Ah. le plomb, du coup, c'est LED. Low LED. Low LED. Voilà. T'aurais pas travaillé chez Total, toi, Bernard? Bah, moi, je suis pas vendeur d'essence, mais Bah écoute, on commence simple, vous avez trouvé déjà, bravo. Prochaine question. Quel est l'hélicoptère le plus produit ? Le 1000 Mi-8 HIP, l'UH-1 Iroquois, le Yui, le Robinson R-44 ou la S-350, donc l'écureuil ? Je pense qu'on est tous fans de la réponse C, et donc pour la deuxième fois, on va répondre réponse C. Moi, je me méfie souvent, il nous met des petits avions un peu russes qui ont été d'un seul coup beaucoup plus produits Ah ouais et autres. On s'est déjà fait avoir, mais bon, les spécialistes d'hélicoptères, je vais les suivre. D'accord, donc vous, toi aussi Bernard, ou t'as un avis tranché différent ? je dirais que c'est le R44 parce que énormément de pilotes privés pilotent ça. Les autres, c'est un peu des... C'est quoi les autres? Le chat nous dit réponse C aussi. Ryan Airways ouais. répond, n'hésitez pas à répondre dans le chat, Ok. bien sûr. Robinson. Donc R44. Robinson pour tous les trois ? Je sens qu'il est beaucoup trop Ah, content, je suis c'est pas trop la bonne content, réponse, ouais, je bien pense. sûr, c'était la réponse A, le Mi-8. J'avais Oui, pas sur les c'est avions en fait russes. c'est assez fou côté avion, donc incroyable. c'est le Cessna 172 hein, Ouais, qui ouais. arrive premier, donc avion d'aviation générale. Pour les hélicos, c'est assez différent. C'est côté militaire, le Mi-8, donc c'est construction soviétique. Transport qui a équipé beaucoup d'armées, hein, notamment en Afrique. Et puis ils en ont, alors j'ai les stats, je vais pouvoir les sortir tout de suite. C'est plus de 17 000 exemplaires de Mi-8. Ça fait quand même un beau paquet. On en a 16 000 pour le Yui, donc c'est l'hélico emblématique du Vietnam. Ouais. Et 6 000 pour l'écureuil. Donc l'écureuil, c'est toutes les sous-versions hein, de l'écureuil, notamment le Fennec. Pour le R44, c'est 5 000. Donc on est quand même sur des belles fourchettes. Ouais. Mais Ok. on est L'écureuil est quand devant même... le 44 alors. Le R44, oui c'est ça, l'écureuil Ouais, plus ouais. que le R44. Ah avec ouais, les parce versions que- militaires, Et ouais, c'est parce ça. que c'est vrai que Ouais. le R44 est uniquement sur une version civile, Civile, quoi, distribution ouais. civile. Et ben on va pouvoir Il passer va à la falloir se rattraper sur les prochaines là. C'est Nous met ça, les ouais. petits pièges. Mais c'est comme ça, vous pouvez en apprendre de plus en plus. et On puis- a l'air de pignouf. C'est mon mot favori. Le chat il s'était est trompé fort. aussi. hein. Oui, Franchement, ça, c'est vrai. bon. Prochaine question. Lequel de ces appareils n'apparaît pas dans le film Les Chevaliers du Ciel sorti en 2005 ? Le Mirage 2000, l'Alpha Jet, le Rafale ou le Mirage 4 ? C'est question film, Antoine c'est pas forcément le plus fort dans ce domaine-là. Donc ça va peut-être se reposer uniquement sur vous, Bernard et Renaud. Est-ce que vous avez une Parce que j'ai idée pas le droit de répondre du coup. Ah, Comme je suis tu nul, peux j'ai pas le droit de essayer, répondre, donc j'ai hein. le droit d'essayer de perdre. quoi. Après, est-ce que c'est une réponse au pif, c'est ça la question Est-ce que vous en avez une idée ou pas du tout ? Moi, j'ai peut-être pas de Mirage 4. Je pense qu'il y avait un Rafale pour le. Ok. Je tente la D. Et le Moi, j'irais Alpha Jet, mais je suis pas sûr. chat dit C ou D. Ok. Est-ce que quelqu'un a... Est-ce que Renaud, t'as une idée identique qui ramène sur les mêmes sentiers ou Réponse pas C. Réponse C ? T'es sûr ? Oui. T'as vu le film ? Non. Ok. Mais il y va au talent. Et ça, c'est fort. Et bien, c'est encore plus fort parce que c'est la bonne réponse. Ah, C'est bien le pardon. Rafale qui n'apparaît pas. Ok. Non, c'est vrai que le Rafale est rentré tardivement. Non, mais par rapport à l'année. Oui. C'est ça, le Rafale était encore côté déjà pour l'armée de l'air et de l'espace. J'aurais bien vu Et, faire une petite euh, apparition quand même pour le, Ouais, geste. il est mentionné à un petit moment, mais on le voit pas. Par contre, le Mirage 4, effectivement, pendant le défilé du 14 juillet, on y a le droit. Et ça, c'est beau. Le chat est très content d'avoir eu la bonne réponse finalement. Bravo le chat. Félicitations au chat. Continuez. On n'a pas de parteur de Participez. points cette fois, mais on le remettra. Vous en faites Heureusement. pas, ça vient un. Prochaine question. Quel est le premier hélicoptère au monde certifié avec une turbine à gaz ? A, une Gazelle, B, le Sikorsky H-34, C, l'Alouette 2, ou D, le Mi-2 Hoplite.
Est-ce que Voilà. nos très chers pilotes hélico ont une idée sur cette belle question? J'imagine que les Russes étaient avant, peut-être. Enfin, peut-être la D, du coup. Tu partirais sur la D? Ok. Je sais pas. Totalement au Bernard, hasard, hein, je n'ai Renaud, pas une connaissance idée du tout sur les hélicoptères. Alors pour moi, ça sera la réponse C. La C. Ok. Ah ouais, l'Alouette, ok. L'Alouette, c'est le premier hélico à turbine, donc Ok. Ah bah, écoute. Et bah c'est un bon raisonnement parce que c'est totalement ça. Donc premier Mais hélicoptère. Bravo Bernard. On en apprend des choses avec C'est ce dingue, questionnaire. Bah ouais. c'est incroyable. Et donc c'était en mars 1955 le premier vol de l'Alouette Incroyable, avec quand même, un 55. Astazou Ouais, c'est dingue. 2A. Ouais, c'est Ouais. ça. ouais. Ouais. Ils sont fins ces gens de chez Turbomeca. Complètement dingue. C'est pas Non des- mais ce qui est Ça, c'est pas des pilus. ce qui est vraiment fou, une machine qui date de 1955 Ouais. et de voir comment 70 ans après les qualités de vol encore de cette machine Ouais, c'est qui est incroyable. remplie de bon sens. Et comment ça démarre? Ouais, tout c'est non, c'est magique. Bon, vos yeux qui pétillent. C'est en tout cas. magique, Ah non, c'est mais c'est magique. incroyable. Bah, déjà quand on parle d'hélico, on pétille, alors quand on parle d'Alouette, Et ben en tout cas non c'est la bonne réponse. Bravo pour cette belle perspicacité. On va continuer sur cette lancée avec la prochaine question. Qui est la deuxième personne à réussir la traversée de l'Atlantique en solitaire? A. Charles Lindbergh. B. Amelia Earhart. C. Orville Wright. Ou la réponse D. Maryse Bastier. Alors, Deuxième. deuxième personne, et oui, on met pas la Solitaire. première. Mais déjà, est-ce que vous savez, enfin, qui connaît la première personne à avoir traversé en solitaire l'Atlantique? Réponse A. ah oui. Voilà. Moi, je pense que c'est Amelia Earhart quand même qui a fait la deuxième. Ce serait un peu beau. Ce serait Alors, beau pour le ouais. reste. Pour le politiquement correct, on va dire une femme. Et, T'as encore deux choix, donc Ouais, lequel ouais, est le bon? et c'est pas une contrepétrie, non. Pardon. Donc, On va perdre Bernard. Amélia. Amelia Ouais, je Earhart, tu Ouais. les suis ou pas, Renaud? Oui. Ok. Et dans le chat, est-ce qu'on a des Non, le chat propositions n'a pas répondu à cette. Il faut se réveiller là, Je il faut pense se pas. réveiller. Ryan, on compte sur toi. Et bah écoutez, c'était tout simplement la réponse B, bravo. C'est bien Amelia Earhart qui a été la deuxième personne, donc première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, en un seul coup. Et puis elle est arrivée, et donc là on voit une photo de son avion avec toute la foule autour, hein, parce que c'était vraiment à l'époque Bah ouais. sans sas quoi. Quelle Et- année pour tes antisèches? Alors, Ah, je l'ai pas. attention. Aïe, aïe, aïe. 1900... Non, je l'ai pas. Mais c'était juste après Lindbergh, je crois, une année Ok. après. Elle a trouvé les fonds assez vite et elle s'est lancée dans l'aventure. Mais c'est vrai que c'est allé assez vite. Et donc, deuxième personne, elle a réussi à le faire. Et même pas, Lindbergh l'a même pas fait une deuxième fois avant. C'est vraiment, elle a tout fait. Elle a réussi à le faire juste après. Prochaine question. Quel hélicoptère Sofiano n'a pas encore piloté? A. Le Caracal. B. Le H160. C. Le Fennec. Ou D. Le Tigre. Donc Sofiano, qui a été diplômé astronaute il y a 2 semaines, je crois. Et ben voilà, qui avait une carrière dans l'armée de l'air plutôt, puis la DGA, en tant que pilote d'hélico. Et donc c'est la réponse B. Réponse B pour Renaud. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Bah, du coup, je vais vous suivre, hein, mais effectivement. Ok, le chat peut-être C'était réveillé. H160 dans le chat aussi. Ok, pour tout le monde c'est H160. Pourquoi le H160? Parce que c'est le dernier hélicoptère Trop sorti. moderne. Ouais. Elle a pas eu le temps, elle a pas eu le temps Ouais, encore. ouais, Ouais. ouais. Eh ben, j'aurais pas été si sûr à votre place. après, c'est la on essaie réponse la D. D. C'est grave, merde. C'est la réponse D. ouais. C'est même pas en essai en fait. Elle a eu Ah. l'occasion là pour le défilé du 14 juillet de défiler avec en fait. Enfin, c'est probablement Ah. pour la DGA effectivement, mais c'est elle qui pilotait l'hélicoptère pendant le défilé. Elle a fait sa carrière sur Fennec au sein de l'armée de l'espace et a aussi piloté le Caracal, notamment à la DGA. Non, elle n'a pas eu l'occasion de faire du tigre. Bon, bah, c'est la latte, chasse gardée, on va dire. Pour le moment en tout cas. Alors, elle aura le temps de se rattraper avec la renommée qui viendra une fois qu'elle sera allée dans l'ISS. On va pouvoir passer à la question suivante. On apprend plein de choses avec le quiz d'Alexandre. Mais oui, Il y a c'est super. combien de questions? Moi, je reviendrai Il plus. y en a 10. Ah, c'est fini. C'est trop long. Ah ouais. Il faut aller te coucher, c'est ça? Ah oui, oui. Ouais. Ah ouais. Avec l'âge. Bah oui. Ah, t'inquiète, on va se dépêcher de finir. Combien de fusées a lancé SpaceX depuis sa création? SpaceX, petite start-up américaine. A. 134. B.
345 C714D 2086. Est-ce que quelqu'un a un ordre de grandeur en tête? Ouais, il On faut commence au à moins- rentrer dans les questions assez difficiles. Hein. Il semblait que là, ils avaient des objectifs, peut-être 90 lancements par an, ou des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment énorme. Peut-être pas 90, mais peut-être Ouais. 60 lancements. Pour moi, ils font quand même vraiment plusieurs lancements par mois. Ouais. Peut-être pas toutes les semaines quand même. 714. On sait rien. Réponse C. Ouais. Réponse C. 714, ça fait pratiquement 2 par jour. Bah non. Sur une année. Depuis Là, la- c'est depuis depuis la la création. création. Depuis la création. C'est pas Je annuel. pense 2086, Ils non ont- Et ouais, 2086, 714. ça paraît énorme, mais Ouais. ils sont Ouais. actifs, quoi. Le chat mise aussi sur 714. Ouais. Ok. C'est peut-être un peu beau. Ouais, moi j'aurais dit B aussi, mais peut-être C quand même. Hein. Allez. C'est votre dernier mot? Allez, c'est notre dernier mot, Alexandre. Eh ben, c'était presque ça, 345. Et non, ils ont vraiment un rythme de croisière à atteint assez rapidement. C'est 345 actuellement, sachant qu'ils lancent quasiment tous les 3-4 jours. Le prochain, ce sera après-demain. Voilà, très tôt. Donc, s'il y en a qui veulent se lever, regardez ça dans la nuit, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Prochaine question, là c'est une question plus pour Renaud et Bernard, concoctée Aïe, aïe, spécialement aïe. pour eux. En quelle année est inauguré l'héliport de Paris, ici les Moulineaux, Général Valéry André? Voilà, La on va y réponse arriver. A, 1989. Réponse B, 1905. Réponse C, 1910. Ou réponse D, 2022. Alors là, je vais vous dire, Il y a écrit Ah, 1889 quand même. Ouais, hein. totalement. Ah oui. Je voudrais savoir Alors- si Antoine, qu'est-ce qu'il aurait mis? Parce que c'est vrai que. Ah ouais. Alors, on a pas sans la- donner la réponse, C'est ça. pour nous, elle va être très facile. Pourquoi? Parce qu'on y était avec notre Alouette 2. Et donc, mon premier vol sur Paris, c'était pour venir à l'héliport de Paris, qui a été rebaptisé Valéry André. Valéry André. Donc, Antoine, Ah, franchement. Ce qui est sûr, c'est que ça- Tu comprends pas? Ouais. Quel, Si, quel- si, quel- non, mais ok, quel du coup, siècle? je C'est trouvais ça pas. la question? Déjà, mais d'accord. si j'y étais, Non, mais ouais, non, mais ok. Je pensais que c'était un ancien héliport, Ouais. etc. Mais non, ok, c'est assez récent. Non, C'était c'est 2022. ça. Donc, Ok. bon, Ouais. voilà, tout le monde Non, va être il a été 2022. rebaptisé. C'est ça. Ouais. Il a été inauguré sous son nom Général Valéry André en 2022. Donc, il a été inauguré par qui? Par Monsieur Djebari. Et oui, Ah là là, Mais oui, on a reçu il y a notre 2 précédent semaines, invité, c'est ça. En présence de plein de personnalités, dont la Générale Valéry André. Et donc, dont la présence de Renaud, ainsi que celle de Bernard. Et on va finir avec 3, 4. Mais il existait du coup, il Non. a été renommé en 2022. Oui, et oui, c'était Oui, une il était plateforme, voilà. rebaptisé en On honneur à Valéry André. Ok. On va finir avec 2 petites questions. Toujours la complexité, elle C'est augmente intense, hein. petit à petit. Valérie hein. André, première femme générale, Générale et médecin, pilote d'hélicoptère. d'hélicoptère. Enfin, c'est pas n'importe qui. Non, non. 100 ans. C'est une femme qui a marqué Ouais, l'histoire ouais. de l'aéronautique. Oui, hein. oui, forte personnalité. 100 ans, il y a 3 ans. Voilà, C'est ça. très gentille dame. On va passer à la 9e question, 9 sur 10. Oh, c'est On y est enfer. presque. Vous pouvez continuer de Là- répondre là- le chat, j'avais ouais. pas pris votre réponse. la Là, dernière fois, c'est mais- les questions, elles montent en difficulté. Hein. Ah ouais, là, ouais. c'est-à-dire que si tu Là. arrives maintenant, on Là. commence à. Tu gagnes en crédibilité, Bernard. Lequel de ces avions ne possède pas de canon interne? On parle de l'avion de chasse. Le Mirage 2000D, le F-35A, le A-10C ou le Rafale B? 4 avions, 2 américains, 2 français. Je me l'ai pas dit quand on a été voir les ailes anciennes. J'ai cru avoir des anecdotes sur les canons, mais. Ouais, je t'ai peut-être dit quelque chose après. Sur cette question, je vais manquer un peu de culture générale Ah bah. aéronautique. Bah oui, tout le monde. Il y a pas d'idée, même pas Donc, toi, le truc Antoine. le plus, Toi le qui les as plus, vus de près. Je Pour, crois que du coup, j'aurais dit la A et je crois que le chat est parti là-dessus. Ok, Moi, pour le fun, j'aurais dit le Rafale B. ok. Ok. Bon, Ça paraît complètement insensé. c'est vrai. Mais c'est parce que ça paraît insensé que je le dis. Eh ben, c'était la réponse A. Bravo, Ah. chat et Bravo, chat, Antoine. bravo, Non, en fait, personne qui c'est aurait bien pas. le Mirage 2000D. Pourquoi le Mirage 2000D? Eh ben, parce que en fait, on a d'abord développé une version monoplace puis une biplace en l'étirant. Et en l'étirant, pour mettre une cabine à l'arrière, il manquait de place, donc pas la place on a retiré les canons. Ça a été un choix qui a fait polémique, puisque dans un avion qui fait de l'appui au sol, ne pas avoir de canon, c'est compliqué. On a donc récemment équipé le Mirage 2000D d'un canon externe, mais pas interne. Et le choix, la rectification a été faite sur le Rafale, qui possède même sur la version biplace un canon. Donc voilà. Pour les avions américains, bon, pas de problème, ils adorent avoir les canons. Le F-35, lui, a un canon externe sur les versions B et C, qui sont pour l'US Navy et l'US Army.
ce qui en fait fait polémique parce que retire sa capacité de furtivité. Mais la version pour l'US Air Force, la version A, possède bien un canon en interne. Voilà. Bon, c'était. J'avais bien que j'avais c'était l'explication assez, de biplace déjà par monsieur Alexandre Sabéné. Ah là là. On va finir avec une question C'est de la pour triche, toi, Antoine. Une Oula. question côté motoriste. Sur quel avion a volé pour la première fois le turbopropulseur, la PT6 de Pratt & Whitney? Ah ouais, mais Ah là Pratt. Ah bah ouais, hein, il faut changer. Hein. A, le Beechcraft 18. B, le Pilatus PC-12. C, un Boeing 747. Ou D, un Douglas DC-8. Bon, déjà, c'est sûr que Ouais, c'est sûr que c'est pas le Eh ben, 747. Justement, souvent, ils les testent avec le petit mât à côté. Je me demande si c'est pas là le petit piège de monsieur Ah. Alexandre. Ouais. La turbine qui aurait été testée en vol sur un mât séparé Ah comme ouais, ils font ouais, régulièrement. qui fait pas voler le Je truc, l'exclurai pas tant que ça. Ok. Donc tu partirais sur 747. Je réfléchis encore un peu. PC12, trop récent. Moi, j'ai dit. Ouais. Ouais, pas le ouais. PC-12. Peut-être. Moi, je resterai bien sur la C parce que je Moi, je sens vais la subtilité. DC8, allez. DC. Juste pour le fun. Le chat, vous avez encore quelques instants. Ils partent sur la A peut-être. Ah, ils tentent le Beechcraft. Ils tentent le Beechcraft, et ben ils sont forts parce que c'est bien Ah. un Beech 18 qui a volé avec une turbine. Ça paraît fou et ils l'ont mis dans le nez. Ah ouais. Beechcraft, c'est un bimoteur avec ces deux moteurs Allison, si je dis pas n'importe quoi. Et donc ils l'ont mis dans le nez pour pouvoir la tester, la vérifier. Et puis pour ceux qui seront à la Ferté ce week-end, il y en aura des Beech 18, donc D'accord, vous pourrez voir à ouais. quoi ça ressemble en vrai. Ok. Et ben écoute, c'était Donc, ma ils dernière l'ont pas question. testé. Donc, Ils l'ont ce- testé donc- directement sur un bimoteur, mis à l'avant directement. C'est ça. Bah en fait, vu que tu avais le Beechcraft et bimoteur de base, rajouté à l'avant, Ouais. ça posait Donc pas de Alexandre, dans les événements aéronautiques à venir, il y a la Ferté ce week-end. Exactement, totalement. On t'y retrouvera notamment. Et bien entendu, on y sera présent avec notre Alouette dès samedi. Et ben nous, on y sera aussi avec Cap sur l'avenir, avec Joris, tout le week-end. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sera sur le stand de l'Aéroclub de France. Aussi les cadets de l'air, entre autres. Ah, D'autres c'est choses. vrai. Enfin, voilà, plein d'éléments qui gravitent autour de l'Aéroclub de France qui seront présents. Donc n'hésitez pas à faire un tour à ce meeting. Et ben Bien merci sûr. beaucoup pour les questions, le quiz. On va passer à la chronique d'Antoine. Qui nous a concocté une chronique un peu surprise. Il n'a pas voulu nous dire de quoi ça parlait. On va être assez intrigués. Il est déjà un peu tard, mais allez, on fait un petit... Comme la chronique est en rapport avec ce dont on a parlé, on va s'autoriser quelques minutes de dépassement. Et donc moi, je vais vous parler... On a pu parler de commandes de vol, donc c'est pour un hélicoptère. On a pu voir à quel point vous avez dû adapter toutes les petites astuces que vous avez dû employer pour modifier cet hélicoptère. Ben, moi, je vais rester sur cette chronique du contrôle du vol avec les projets de recherche actuels sur des ruptures technologiques dans le domaine pour l'aviation du futur. Alors, petit contexte, on a parlé, votre solution reprenait quand même les concepts de base des commandes de vol des premiers avions avec des câbles, des poulies, vraiment l'essence même des commandes de vol qui permettait de transmettre directement l'effort du pilote à des différentes gouvernes. Donc ça, on est parti de ces poulies, de ces différents systèmes de tringles au tout début de l'aviation. Donc on avait une petite image peut-être qui va s'afficher sur vraiment les systèmes assez basiques qui ont existé pendant de nombreuses années où c'était directement la force du pilote qui actionnait les gouvernes, il n'y avait pas d'assistance extérieure. Après, il y a eu l'apparition de l'assistance hydraulique où on a pu voir un des pilotes qui donnait donc toujours un ordre aux commandes, mais il y avait des petits actionneurs hydrauliques qui permettaient de soulager l'effort du pilote au fur et à mesure que les avions ont grossi, entre autres. Voilà, ça a été dans les améliorations. Et la dernière grosse amélioration en date dans le système dans les principes des commandes de vol, c'était le fly-by-wire, où là, le pilote donne un ordre, et ensuite c'est transmis numériquement à des actionneurs électriques sur les gouvernes, qui vont, elles, faire actionner ces gouvernes. Donc il y a eu toutes ces évolutions, on est parti de systèmes vraiment très simples, où c'était directement le pilote, et là, sur les derniers, tous les derniers avions, où c'est directement une commande numérique, qui va Et donc il n'y donner a un plus ordre de câble du tout. sur les fly-by-wire, plus du tout. C'est vraiment directement transmis au Sauf contrôle. erreur de ma part, par exemple sur les avions de chez Boeing, il y a toujours un système par câble en backup. Alors là, sur les derniers, Ah oui Sur le Dreamliner, il me semble qu'il n'y en a plus. Ouais, il me Et semble justement, le tout dernier. Boeing avait du mal à emboîter le pas sur les commandes de vol électriques. Et l'a fait que récemment, contrairement à Airbus qui a un peu initié ça avec la 320. La 320 de Joris qui est totalement fly-by-wire.
Mais donc oui, c'est justement là, c'était dans les innovations, c'est un passage parce que du coup là, il faut quand même avoir les systèmes de commande numérique qui sont extrêmement fiables, mais voilà, maintenant il n'y a plus de redondance autre sur les derniers. Il me semble, à vérifier en tout cas sur les Airbus, c'est sûr que ça fait longtemps. Boeing a confirmé pour certains appareils. Et donc voilà, donc là c'était juste un tout petit peu de contexte, et donc je voulais parler de nouveaux moyens de contrôler ces avions, avec tout d'abord la propulsion distribuée. Donc on en a déjà pas mal parlé dans l'émission, aussi vous pouvez les retrouver sur Jumpseat. L'EcoPulse, donc c'est le prototype Safran Airbus Daher pour tester des moteurs électriques en vol. Et donc on a déjà parlé de tout le système de batterie, etc. pour alimenter ces moteurs. Mais là je voulais revenir sur un point un peu particulier. L'intérêt d'avoir des petits moteurs comme ça répartis sur l'aile, ça permet avec la puissance de ces moteurs de contrôler l'avion. On n'a plus uniquement les gouvernes qui vont aller diriger la trajectoire du vol, mais en jouant sur la puissance, en mettant la puissance au bon endroit sur l'aile, on va pouvoir jouer sur les différents axes de l'avion et avoir... c'est combiné d'ailleurs. Ils font pas uniquement, on peut pas, si on joue uniquement avec la manette des gaz, ça pourrait marcher, mais l'idée c'était d'avoir ces moteurs qui sont combinés aux gouvernes et de pouvoir avoir un ensemble. C'était un petit peu, si vous pouvez retrouver des interviews de personnes qui travaillent chez Daher qui expliquent cela très, très, très mieux que moi, mais l'idée c'est d'avoir plus seulement des moteurs, une cellule, voilà, et le contrôle de vol complètement indépendant de ces moteurs, mais de cumuler, voilà, avoir ces deux qui sont en interface assez proche et pouvoir, quand le pilote donne sa consigne avec un aileron, enfin voilà, sa consigne comme ça ferait bouger juste les ailerons, là il va y avoir en plus les moteurs électriques qui vont permettre de contrôler la trajectoire du vol. Ils sont forts chez Daher. Daher, Safran, Airbus, voilà, il y a plein de groupes. Chez Tarbes, il y a vraiment des belles personnes. Donc voilà, c'était un petit peu la première innovation au niveau du contrôle du vol. Mais s'ils sont si forts, alors à quand un TBM 940 adapté de commande manuelle? Alors ça, faudra aller leur demander. Faudra leur poser la question. Christophe Robin, c'est un appel. Je compte sur vous pour me faire un retour. On les contactera, non. Alors, autre petite nouveauté au niveau du contrôle, et on va passer chez Airbus avec leur projet qui s'appelle le Extra Performance Wing, et aussi le prototype Albatros One. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des avions qui sont beaucoup plus adaptés en premier lieu aux turbulences. Actuellement, un avion, dès qu'il y a des turbulences, on va avoir directement les commandes de vol qui vont rétablir pour que l'avion reste globalement en palier. C'est un petit peu la stratégie actuelle. Mais pour ça, c'est pas très efficace énergétiquement. Ça fait un contrôle du vol pas toujours très stable. Enfin voilà, on perd de l'énergie. Et l'idée avec Albatros One, alors là, on avait notre image d'EcoPulse d'un peu plus proche. On va pouvoir passer après à Albatros One. Le voilà. L'idée, c'est d'imiter donc le biomimétisme qui est assez utilisé de plus en plus utilisé en ingénierie, d'imiter la manière dont les albatros régulent leur vol avec un système, donc comme vous pouvez voir, c'est assez inhabituel, en bout d'aile, c'est genre de petits... C'est pas des winglets, du coup, c'est vraiment juste des extrémités de l'aile qui vont pouvoir se bloquer au décollage quand on a besoin d'avoir vraiment une portance, par exemple, ou en tout cas au décollage, on a envie de garder son aile droite. Par contre, une fois en l'air, quand on est en palier, on peut déverrouiller le bout via des petites charnières qui deviennent souples. Et de cette manière, on assouplit l'aile et on pousse beaucoup mieux les turbulences. Donc c'est un des projets de recherche d'Airbus. Et ça permet, ils peuvent jouer aussi pour le contrôle de la trajectoire sur le roulis ou autre. C'est à la fois limiter les turbulences, mais aussi contrôler le vol d'une autre manière. Donc voilà, c'est un des projets développés par Airbus. Là, c'est une maquette. S'assouplir pour mieux traverser les turbulences. Comme les hélicos. Okay. Et tout l'intérêt, c'est aussi que de cette aile, ça la permet de l'avoir plus longue, d'avoir des meilleures... des ailes plus performantes sans les alourdir pour autant. Parce que si on veut avoir une aile très très longue, il y a un moment on est obligé de la renforcer pour qu'elle résiste aux turbulences, alors que là, de l'avoir assouplie en bout d'aile, ça évite d'avoir des choses des longerons ou autres qui seraient beaucoup plus lourds en bout d'aile et qui réduiraient le bénéfice au niveau de la consommation, les oiseaux planeurs, ils ont les 4 derniers doigts comme ça, quoi. Ouais. C'est exactement ça, quoi. Et voilà. Et on s'inspire en plus de la nature, donc voilà. N'hésitez pas à regarder autour de vous si vous voulez des petites innovations et après lancer votre start-up. Donc il y avait une autre image sur le sujet, donc là c'était un prototype qui a donc radiocommandé, on avait une personne, Bernard donc là ils font que des belles maquettes quand même radiocommandées, ça commence à coûter quelques centaines de milliers d'euros, parce que je donne un chiffre comme ça, mais c'est vraiment des prototypes très performants, et là on peut les voir tester sur un Cessna, un prototype d'aile, donc là ils veulent sur un autre échelle, quelque chose de piloté, voir cette aile très performante. Ils ont aussi rajouté des nouveaux dispositifs hyper sustentateurs pour avoir vraiment un profil d'aile qui est tout le temps parfaitement adapté à la mission. Donc voilà, on parle beaucoup d'évolution chez les motoristes, de contrôle de vol autre, de contrôle parilla des trajectoires, mais il y a des choses encore mécaniques qui sont encore à faire sur ces avions, et c'est assez intéressant de voir les projets d'Airbus.
Donc ça, ils sont en cours, je sais plus exact, il me semble qu'ils ont déjà volé. En tout cas, à quel point, je peux pas, vous pouvez regarder où on en reparlera. Toujours est-il Airbus fait beaucoup de recherches sur ces projets. Et un petit dernier pour finir cette chronique. Alors là, c'est un petit peu plus encore expérimental, c'est le contrôle par flux d'air. Donc ça, j'ai un professeur qui m'en avait parlé et j'avais trouvé ça assez intéressant. Enlever entièrement les dispositifs de contrôle du vol. Donc enlever les ailerons, enlever les dispositifs basiques qui existent depuis des années et avoir à la place des petits bus d'air qui vont envoyer de l'air comprimé et qui vont faire de la résistance de la même manière qu'un aileron. Et en orientant les jets, ça permet de diriger le flux d'air, en quelque sorte d'allonger son profil d'aile avec de l'air propulsé qui a une vitesse plus élevée que le flux d'air autour. Et c'est un des moyens de contrôle. On en parle de plus en plus pour tout ce qui est vitesse extrêmement rapide. Même par exemple pour certains missiles, c'est des choses qui sont en train d'être développées. Donc voilà, la technologie, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est surtout dans le domaine militaire, donc savoir exactement comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices, à quel point c'est couplé avec d'autres systèmes, pour quelle phase de vol. J'ai pas tous les détails. Toujours est-il que voilà, ce serait une innovation. On a toujours vu des ailerons sur des avions, ou plus ou moins en tout cas des, des surfaces movibles. Et qui bougent en tout cas. Donc voilà, une autre innovation, il y a beaucoup de recherches. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est le Aurora Flight Science et son X-Plane. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. C'est des projets de recherche un petit peu poussés. Voilà, on s'éloigne vraiment. Vous en parliez tout à l'heure du concret, une poulie, un câble, des choses qu'on peut voir fonctionner. Là, il faut passer par un petit peu de... Ils sont obligés de faire beaucoup d'essais. Mais c'est intéressant de voir à quel point... remettre en question des choses qu'on prend pour acquis, c'est un petit peu tout l'intérêt de certaines startups, dire voilà, j'ai une idée, on peut remettre ça en question et ça doit marcher, et de les essayer. Donc voilà pour ma chronique, j'espère que ça vous a intéressé. C'était super passionnant. Nouveau contrôle de en vol. plus, tu as pu faire écho aux vieux souvenirs de Bernard sur le radiocommandé. C'était très passionnant. On va finir avec un petit Fast and Curious avec Bernard et Renaud. C'est simple, on va vous poser des dilemmes de choix et il va falloir choisir. Il va falloir choisir sans trop argumenter. Il va falloir être rapide. Est-ce que vous êtes prêts? Donc vous répondez tous les deux à peu près en même temps. Ok. Ça vous va? Donc deux choix, un des deux. C'est ça. Vous êtes prêts? Premier choix, Gazelle ou Alouette 2? Gazelle. Gazelle. Boulogne ou Issy-les-Moulineaux? Ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux. Toussus-le-Noble ou Issy-les-Moulineaux? Ici les Moulineaux. Il essaye. Malonnier ou Palanche? Malonnier. José Garcia ou Franck Dubosc? José Garcia. Ils sont beaucoup trop synchro, c'est pas possible. Oh là là. Ustensile de cuisine ou caisse à savon? Style de cuisine. Ah, c'était pas du tout ce que j'ai écrit. Non, pardon, désolé. Ustensile de cuisine ou caisse à outils? Ustensile de cuisine. Ok. Et on va finir avec une dernière. PA28 ou DR400? PA28. Ouais. Bah, merci beaucoup. On fait notre tour de table classique des recommandations et on va vous quitter. Est-ce qu'on va commencer Tu peux commencer, je Alexandre. commence parce Donc on que va j'ai la recommander parole. chacun notre tour. J'espère que vous avez eu le temps de penser à une petite chose. Donc ça peut être n'importe quoi. Aéronautique, pas aéronautique, un événement, un livre, un film, ce que vous voulez. Voilà, partagez à ceux qui nous suivent des petites idées pour occuper leur soirée ou autre. Et ben moi je vais faire écho un peu à la Ferté-Alais, mais pas recommander la Ferté-Alais, c'était la recommandation de Joris il y a 2 semaines. Il y a les éditions Paquet qui sont présentes. Donc les éditions Paquet, c'est toutes les bandes dessinées. Alors on en a une ici autour des thèmes aéronautiques. Genre je la montre, hein, le Grand-Duc. Et c'est une BD justement de Romain Hugo. Romain Hugo qui sera ma recommandation d'aujourd'hui. Romain Hugo qui est un artiste qui fait des magnifiques séries de BD. Il a fait les Angel Wings, le Grand-Duc. Et qui va sortir en fin d'année une BD autour du F-14 Tomcat qui a l'air génialissime. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux parce que vous pouvez voir l'avancement et quelques images en exclusivité. Ça fait du bien pour chaque passionné et on en prend plein les yeux. N'hésitez pas à aller le suivre. Est-ce qu'Antoine, tu as ta petite recommandation? Exact, j'ai une petite reco. Alors, j'ai pas d'image, alors que c'est dommage. C'est un photographe et j'aurais pu vous montrer une petite image, mais je vous invite à aller le voir par vous-même. Je vais vous recommander Erwan Le Bourdet, qui est photographe maritime. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai déjà fait des petites chroniques sur les bateaux. J'aime beaucoup la mer aussi et ses photos sont particulièrement belles. Il photographie un petit peu tous les voiliers, donc en Bretagne, mais aussi il doit être depuis quelques temps photographe officiel de la marine.
Donc un petit peu tous les bâtiments de la marine dans des conditions assez des fois dantesques ou des fois juste dans une petite brume en rade de Brest. Donc voilà, je vous invite à aller voir, il publie quand même beaucoup de photos sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, Ewan, pardon, pas Erwan, Ewan Le Bourdet. À votre tour, est-ce que vous avez une petite recommandation? Bernard? Ok, donc il y a un acronyme américain qui dit KISS, Keep It Simple and Safe. Ok, donc ma recommandation c'est ça, KISS, Keep It Simple and Safe. Et il y a aussi une phrase qui dit Kiss a pilot and enjoy the difference too. Donc voilà. Okay. Donc tu nous recommandes des choses qu'on va devoir appliquer maintenant Exactement. tous les deux dans notre Voilà. métier du quotidien. Merci. Voilà. Conseil de vie, non, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Et toi, Renaud? Et ben moi, ce que je vous recommande, c'est de venir nous retrouver au mois de septembre. Alors, on a 2 dates au mois de septembre. On va avoir le week-end du patrimoine, pour les journées du patrimoine, à l'héliport de Paris, où on sera présent avec Bernard, et au meeting Air Légende à Melun, où on y sera présent, et peut-être, surprise, on n'a pas la réponse encore, peut-être avec une machine assez magique, on fera une présentation en vol. Oh là là, magnifique. Suspense. Quel teasing. Non, ça nous donne l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Et j'en profite pour un petit truc, une petite recommandation en plus. Ouais. On a dans le chat la patrouille de l'Aéroclub de France sera à la Ferté-Alais. C'est On a vrai. fait déjà une Catherine, recommandation Ferté-Alais il y a 2 semaines, mais patrouille de France. Donc de l'Aéroclub de n'hésitez pas à venir pour au moins voir cette patrouille magique. Et puis il y en a plein. Le Rafale Solo Display, la patrouille de France. Ça fait rêver tous les Et passionnés. alors, j'ai une info de dernière minute qui est très très importante pour la Ferté-Alais. Je ne sais pas si vous l'avez, mais il sera présent à la Ferté-Alais, Alexandre Sabéné. Oh là là. C'est dingue. Si vous voulez le voir en vrai. Vous pouvez me toucher en plus. Comme ça. C'est dingue, c'est dingue. Prendre des photos. Non, mais c'est quoi ces célébrités? En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus dans l'émission. On est ravis de vous avoir reçu pour cette 11e de Grande Frequency. Merci à vous deux de nous avoir accueillis. C'était un véritable bonheur. Je vous remercie aussi de m'avoir porté comme un petit prince jusqu'au 2e étage de l'Aéroclub de France, parce que comme vous le savez tous maintenant, je suis en fauteuil roulant. Comme il n'y a pas d'ascenseur, vous m'avez tous les deux porté et je vous en remercie. Bah, c'est la moindre des choses pour Exactement. au moins partager l'aventure extraordinaire que tu réalises depuis quelques années. Mais maintenant, j'espère que vous allez m'aider pour redescendre. Ah bon? Non, moi je crois que c'était c'était prévu dans le de... Et ben on va vous quitter là-dessus. Exactement. Merci à tous Passez ceux qui une nous bonne ont suivis. soirée. Merci de nous avoir suivis et on vous Et à- retrouve dans 2 semaines. 2 semaines ou peut-être plus, on verra. Une petite incertitude sur la prochaine émission, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux et on vous tiendra bien sûr au courant. Et vous pourrez retrouver des extraits de cette émission, ceux qui seraient arrivés en retard ou autres. Donc Exactement. n'hésitez pas. Rediffusion sur Bien YouTube d'ici lundi maximum. La chaîne Cap sur l'avenir. Pareil pour les réseaux sociaux, c'est Cap sur l'avenir sur Instagram. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Merci au chat d'avoir Bonsoir. réagi.